Mesdames et messieurs, rebonsoir. C'est la dernière heure de notre transmission en langue française sur NEL TV International. Aujourd'hui, le mardi 1er juillet 2025, et j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode du programme Direct. Au menu de notre programme aujourd'hui, nous allons passer en revue la visite du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli en Espagne, et puis on aura notre sujet principal qui est l'économie en Égypte l'après 30 juin. Et pour commencer, on commence tout de suite, comme déjà signalé, avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 4e conférence internationale de l'ONU sur le financement du développement tenue à Séville. Le Premier ministre s'est entretenu avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope. Au cours de l'entretien, Dr Madbouli a demandé à la communauté internationale d'apporter à l'Égypte le soutien nécessaire en raison des charges qu'elle assume dans un contexte de grands défis économiques générés par les actuelles crises régionales et internationales. Dr Madbouli a également loué la coopération et la coordination en cours entre l'Égypte et l'Organisation internationale des migrations. De son côté, Mme Pope a affirmé que l'organisation soutient l'Égypte, soulignant la nécessité de la poursuite de la coopération entre les deux côtés. Toujours avec le ministre Dr Mostafa Madbouli, qui a rencontré le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, Matthias Cormann, en marge de sa participation à la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement tenue à Séville. Au cours de la rencontre, Dr Madbouli a exprimé sa profonde appréciation pour les relations solides avec l'OCDE, que ce soit à travers le programme de la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'organisation ou pour le biais de l'initiative de l'OCDE pour sa gouvernance de la compétitivité au service du développement dans la région et du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans ce cadre, Dr Madbouli a souligné la reconnaissance de l'Égypte pour cette coopération et ses résultats positifs sur l'économie égyptienne, évoquant les efforts en cours pour conclure les discussions autour du programme de coopération avec l'Égypte dans les prochaines étapes. Il a précisé que ce programme constitue un pilier fondamental de la coopération conjointe, tout en affirmant la volonté de l'État égyptien de se concerter avec l'organisation pour renforcer davantage cette collaboration. Toujours avec le Premier ministre, en marge de sa participation à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est également entretenu avec son homologue algérien Nadir Larbaoui. Était également présent le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Oussama Abdel Khaleh, ainsi que l'ambassadeur de l'Égypte en Espagne, l'ambassadeur Ihab Badawi. Et le chef du gouvernement a ouvert la réunion en soulignant la profondeur des relations égypto-algériennes et les liens fraternels solides unissant les dirigeants et les peuples des deux pays. Il a demandé à M. Nadir Larbaoui de transmettre les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi au président Abdelmajid Tebboune, en insistant sur le caractère particulier de la coopération et de la coordination entre l'Égypte et l'Algérie dans divers domaines. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a abordé les moyens de soutenir et de renforcer les relations bilatérales dans de nombreux secteurs en vue d'élargir cette coopération afin de mieux servir les intérêts communs et répondre aux aspirations des deux peuples. Et en ce qui concerne notre sujet principal aujourd'hui, le ministre du Travail a déclaré que l'État égyptien a réussi à créer plus de 8 millions d'opportunités d'emploi au cours des 11 dernières années grâce
signe aux méga-projets nationaux de la nouvelle République dont les bases ont été jetées par le président Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte jouit de multiples avantages et de valeurs qui aimantent l'investissement. En tête de ces avantages, elle dispose d'un site stratégique, d'une force laborieuse technique et compétente, de coût inférieur à celui de tout autre État, d'une infrastructure intégrée basée sur un réseau de routes, de communication de ponts et des tunnels contemporains et évolués, d'un secteur de communication, d'un réseau d'électricité et d'une base industrielle variée. Une série de législations, lois, statuts et résolutions renforcent la position de l'Égypte en tant que terre attrayante à l'investissement. La nouvelle loi de l'investissement se place en tête de ces législations. Ces législations ont assuré et assurent toujours une base solide à un environnement adéquat qui participe et qui le fait toujours d'une façon ou d'une autre à l'afflux des sociétés et des hommes d'affaires pour commencer leurs nouveaux investissements ou pour l'extension des projets existants dans tous les coins de l'Égypte. À la lumière de ces valeurs et avantages, les chances d'investissement se multiplient et se diversifient dans les divers secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé, du transport, du tourisme, de l'habitat, de la construction, du sport, de l'électricité, de l'énergie, des richesses naturelles, de l'eau, des communications, de la technologie et autres. Toutes ces chances sont activées et multipliées par une série de projets nationaux géants, en tête desquels figure le projet de développement de l'axe du canal de Suez, qui comprend des régions industrielles, technologiques et logistiques géantes, le projet du 1,5 million de Fédan, la construction d'une génération de nouvelles villes partout en Égypte, la création d'une nouvelle capitale économique et administrative, les préparatifs de construction d'une station nucléaire pour la production de l'énergie électrique, le projet du Triangle doré, le projet national de développement du Sinaï et de la Haute-Égypte, le projet du plateau Al-Galel, le projet de pisciculture, le centre logistique pour approvisionner et faire circuler les graines à damiette, le projet national des incubateurs technologiques et autres. Alors, mesdames et messieurs, de retour. Alors, comme déjà signalé, notre sujet principal, comme vous avez suivi, l'Égypte jouit de multiples avantages et de valeurs qui aimantent l'investissement. En tête de ces avantages, elle dispose d'un site stratégique, d'une force laborieuse technique et compétente de coût inférieur à celui de tout autre État, d'une infrastructure intégrée basée sur un réseau de routes, de communication, de ponts et de tunnels contemporains et évolués, d'un secteur de communication, des réseaux d'électricité et d'une base industrielle variée. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'avoir au studio M. Raouf Ghafar, qui est un expert en économie. Monsieur Raouf, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Raouf Ghafar, comme on a vu dans ce commentaire, l'Égypte réjouit de plusieurs projets d'après le 30 juin. Alors, comment voyez-vous cette transformation et ce développement continu depuis le 30 juin jusqu'à présent? Pour commencer, il faut mentionner que le 30 juin, la situation économique était franchement déplorable, presque à zéro. Alors on devait commencer de tout bas. Et c'est justement ce que le président a fait suite à la révolution du 30 juin et basé sur une étude très bien conçue de comment préparer l'Égypte pour être un des endroits, un des pays les plus désirables qui attirent les investisseurs et qui
à cause des investissements, se développe de manière à ce que on récupère ce que nous avons perdu peut-être les 2 ans à l'avance. C'est justement ça. La première chose qu'on a fait, c'est infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est non seulement électricité, non seulement réseau routier, etc. Mais infrastructure, ça commence par le changement des législations et la transformation de l'environnement qui existe en un environnement, j'utilise votre mot, qui aimante justement les investissements. Et je pense qu'on a achevé des pas très solides et très ambitieux. Et voilà, maintenant on récolte ce qu'on a semé et on voit aux côtés de nous un autre pays complètement différent du pays qui existait le 30 juin. Alors, M. Raouf Gaf, on peut dire que l'Égypte ou l'État a su relever les défis économiques majeurs des années post-2013. Absolument. Et comme je viens de dire, quand vous êtes basé sur une étude bien conçue, vous savez vos objectifs et vous dessinez la carte de route pour justement achever vos ambitions et vos aspirations et vos objectifs. Et c'est justement ce qu'on a fait, étape par étape. On a commencé, et d'ailleurs nous avons fait cela dans beaucoup de chemins qui sont tous parallèles. C'est-à-dire, on a commencé par électricité, nous avions un grand manque d'énergie, donc on a fait une autre révolution à propos de l'énergie, à propos de l'électricité. Maintenant, nous produisons beaucoup plus que nos besoins, ce qui nous met dans une position, on peut d'ailleurs nous lier à des réseaux dans des pays étrangers, exporter cette énergie. D'autre part, les réseaux routiers, on a fait encore une révolution, c'est-à-dire un changement drastique sur tous les plans. La qualité de ces réseaux routiers, la longueur de ces réseaux routiers d'un côté, et puis ce qui va en parallèle, c'est justement les ports. On a fait encore un développement considérable dans les ports parce que les réseaux routiers servent à transporter nos exportations vers des ports. Donc les ports doivent être préparés pour justement faciliter l'exportation d'un côté et l'importation de l'autre. Donc, encore une fois, c'était la troisième avenue de développement. Et en parallèle avec tout ça, il y avait toujours des modifications, des changements dans les législations pour rendre, comme je viens de dire, l'environnement plus favorable aux investisseurs. Et nous avons aussi, bien sûr, le développement urbain concernant les nouvelles villes. Les nouvelles villes, il y en a plusieurs nouvelles villes que le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté de les bâtir. C'est ce qui consiste un moteur de croissance durable. Absolument. Dans tous les pays développés, on ne compte pas sur la capitale, mais on doit compter sur des villes qui soient assez grandes et presque qui peuvent se comparer avec la capitale. Et c'est justement ce qu'on a fait avec la nouvelle capitale administrative
à la côte nord avec Al-Alamin, vers la mer Rouge à Ain el-Sokhna, il y a Galala, et puis presque dans chaque gouvernorat, il y avait toujours la nouvelle Mansoura, la nouvelle Minya, c'est-à-dire on a fait un développement urbain, et on doit mentionner que le canal de Suez, les villes sur le canal de Suez ont témoigné ce genre de transformation urbaine. Une chose très importante, c'est lier le Sinaï à l'Égypte avec des tunnels, etc. Et ça a fait un très grand changement, surtout dans le développement de la partie très chère de l'Égypte, qui est le Sinaï, certainement. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aussi l'Égypte qui note une croissance significative de son produit intérieur brut PIB à hauteur de 4,77% au troisième trimestre de l'exercice financier 2024-2025, contre 2,2% à la même période de l'année précédente, selon un communiqué du ministère de la Planification, du Développement économique, de la coopération internationale, publié lundi 30 juin. Le ministre du Travail a déclaré que l'État égyptien a réussi à créer plus de 8 millions d'opportunités d'emploi au cours de 11 dernières années grâce aux méga-projets nationaux de la Nouvelle République dont les bases ont été jetées par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a ajouté que le ministère, en coopération avec les organes nationaux partenaires de l'État, avait contribué à réduire le taux de chômage de 13% en 2014 à 6,9% en 2024. Plus de 7 millions d'opportunités d'emploi ont été créées pendant la période de 2014 à 2023, dont 94 811 offres d'emploi pour des handicapés, selon le ministre. Malgré les défis mondiaux et d'après des directives présidentielles, l'État a augmenté les salaires des employés de secteur public et privé de manière accélérée, en particulier au cours des 5 dernières années. Le salaire minimum des fonctionnaires de l'État, dont le nombre varie entre 5 et 6 millions d'employés, a augmenté de 1200 livres avant 2017 à 6 000 livres en mars 2024, tandis qu'au secteur privé, le salaire minimum d'environ 18 millions de travailleurs est passé de 2 400 livres en janvier 2022 à 6 000 livres à partir de mai 2024. Il a souligné l'augmentation des allocations salariales à 573 milliards de livres égyptiennes au cours du nouvel exercice financier pour couvrir le dernier paquet social, contre 470 milliards de livres dans le budget de l'exercice en cours. Il a indiqué que le ministère faisait une course contre la montre pour mettre en œuvre rapidement la stratégie nationale de l'emploi conformément aux directives du président el-Sisi. Le ministère travaille avec les partenaires du travail et du développement dans le pays et à l'étranger pour formuler sa stratégie. Le ministre du Travail a précisé que le ministère travaillait pour développer les compétences des jeunes et lier leur formation aux besoins du marché du travail local et étranger à travers des centres de formation fixes et mobiles appartenant au ministère dans toute la République. Alors, mesdames et messieurs, de retour après ce commentaire concernant le chômage et ce problème en Égypte. Alors, monsieur Raouf Gafar, alors, selon les projets ou les méga-projets que le pays insiste à fournir pour visant aussi avoir plusieurs postes pour la main-d'œuvre. Alors, comment voyez-vous, est-ce que ces méga-projets vraiment peuvent régler ce problème majeur? Pas seulement les méga-projets. Encore une fois, il faut mentionner que la formation des fonctionnaires et des ouvriers
main-d'œuvre en général égyptienne est très importante. Nous, les Égyptiens, nous sommes intelligents de nature et nous pouvons assimiler rapidement les technologies et les nouveaux systèmes, etc., etc. Et ça, c'est un atout très important. Et quand on développe notre main-d'œuvre, c'est-à-dire on offre des emplois aux jeunes gens, et nous faisons beaucoup de bien pour le pays. Premièrement, on arrête l'immigration illégale, clandestine, qui pose beaucoup de problèmes à l'Égypte et ailleurs, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est offrir une vie meilleure aux jeunes gens qui ont toujours une aspiration, qui ont toujours un espoir de vivre une vie meilleure de celle qu'ils vivent aujourd'hui. Donc vous avez parlé des méga-projets, certainement les méga-projets emploient beaucoup de main-d'œuvre et c'est une opportunité d'emploi pour beaucoup de monde, mais quand on parle de l'autre côté des projets comme Vie décente, etc., comme les mini et micro industries, etc., qui offrent encore une fois beaucoup d'emplois. Donc si on va, et c'est ce qu'on a fait justement, en parallèle, et les méga-projets d'un côté, et les entreprises moyennes et petites, on va couvrir un grand secteur de main-d'œuvre et on va faire du bien aux jeunes gens et leur présenter un avenir qui peut être meilleur à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce que ces politiques ont-elles permis de réduire les inégalités et d'améliorer le niveau de vie des citoyens? Absolument. On n'a peut-être pas mentionné que parallèlement avec l'infrastructure, les projets d'infrastructure, etc., l'œil était toujours, président et administration, sur le citoyen égyptien. Comment lui offrir une vie meilleure pour qu'il se transforme en un élément actif et productif dans sa communauté. Et ça devait se faire. Nous avons vu les hausses considérables dans les salaires, par exemple. Ça a plus, peut-être 5 ou 6 fois ce qu'il touchait, par exemple, il y a 10 ans. Ce qui est excellent, certainement, d'un côté. Même les pensionnaires ont joui d'une augmentation qui leur permette d'améliorer un tout petit peu leur train de vie, etc. etc. Certainement, quand il y a un citoyen qui sent que sa patrie essaye de lui offrir une vie meilleure, non seulement un salaire meilleur, mais peut-être un service médical qui soit meilleur, etc. Il n'y a pas de doute qu'il va réciproquer et il va sentir sa valeur pour son pays et par conséquent il va retourner à son pays le bien que son pays lui a donné. Très bien. Alors, Monsieur Raouf Ghaffar, puisque nous parlons de la meilleure vie ou vie meilleure du citoyen, comment évaluer les politiques de justice sociale comme par exemple Vie décente ou Takaful et Karama? Nous avions un grand problème, c'est que l'émigration interne. Chaque jeune homme, jeune fille qui cherchait du travail, il bougeait justement, il se déplaçait de son village, sa ville, etc., envers les grandes villes, la capitale, pour chercher du travail, pour avoir une
un emploi, à son opinion, un peu meilleur. Mais une initiative comme la vie décente a justement déplacé le gouvernement, les agences, chez lui. Donc, si jamais il a besoin de s'établir, de commencer une entreprise, etc., il n'a pas besoin de bouger. Il a tout ce qu'il faut à côté de lui. Il a le financement, il a le coup de main sur études de projets, même des facilités pour établir ces projets. Encore une fois, une aide importante pour vendre ces produits, etc., etc. Ce qui a fait que le développement n'est plus centralisé, mais c'est justement décentralisation et développement de tous les pays en même temps. Nous pouvons, d'ailleurs nous avons remarqué ceci, surtout dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, qui étaient les plus, disons, moins privilégiés. Et maintenant, on sent que non, il y a une transformation et que ces gouvernorats commencent à être des gouvernorats productifs et qui représentent une valeur ajoutée sur l'économie globale. Très bien. Alors, Monsieur Raouf Ghaffar, dans quelle mesure la gouvernance et les réformes structurelles ont-elles contribué à la stabilité dans le pays? Bon, on ne parle pas de stabilité parce que notre armée a fait un travail formidable. Bien sûr. Nous sommes l'oasis de paix au milieu d'une région qui est complètement une situation de tous les côtés. Donc ça, c'est d'un côté. Et quand il y a une stabilité et une sécurité, ça se reflète immédiatement sur les citoyens du pays et en outre sur même le tourisme, par exemple. Et ça s'est bien remarqué. Le nombre de touristes, alhamdoulilah, augmente. Bien sûr. Parce que quand ils viennent ici, ils sont sécurisés, ils sont à l'aise et au milieu d'un monde qui monte et descend chaque jour. Donc, certainement, sécurité, stabilité, gouvernance, il offre, c'est un facteur principal dans le développement parce que, comme je viens de dire, l'environnement est sain, l'environnement est stable, l'environnement est sécurisé, donc tout le monde aime venir. On peut témoigner beaucoup de projets, par exemple, je veux mentionner la zone industrielle et économique du canal de Suez, par exemple. On a pavé le chemin, on a bien choisi l'endroit, et puis, encore une fois, à cause de cette gouvernance qui a offert cette stabilité, on a remarqué qu'il y a pas mal de pays qui ont montré leur intérêt et qui ont commencé déjà à établir leur présence industrielle, économique dans cette région. Bien sûr. Monsieur Raouf Ghaffar, la nouvelle République repose sur des projets structurants. Alors, selon vous, quels sont les plus marquants de ces projets et pourquoi? Et premièrement, ce qui vraiment m'a plu, c'est l'agriculture. On a franchement fait des pas gigantesques sur le plan bonification de terre, sur le plan utilisation de l'eau. Nous savons que pas seulement l'Égypte, mais tout le monde souffre d'une pénurie d'eau. Et c'est pour ça que c'était très sain de penser à comment utiliser et peut-être réutiliser l'eau de façon à ce que on ne gaspille pas la quantité d'eau disponible et on augmente la possibilité de l'utilisation. Et donc, sur le secteur agricole, on a vu un développement vraiment
considérable. Vous avez d'ailleurs mentionné dans un de vos rapports les fermes piscicoles de poissons, etc., production. Encore une fois, c'est une chose qu'on n'avait pas, donc c'est une chose nouvelle. Et j'espère que maintenant, nous allons commencer à prendre des pas vraiment très sérieux sur le plan industrie. Nous avons besoin d'exporter, augmenter notre production, l'exporter, pour justement essayer de régulariser le taux d'échange. Et puis, ça se reflète certainement sur l'économie d'une manière directe, surtout que nous avons autour de nous tous les marchés disponibles, que ce soit Moyen-Orient, que ce soit Afrique, et même les pays de voisinage en Europe, en Asie. Donc, on a tout ce qu'il faut pour démarrer dans cette direction. Et j'espère bien, je suis certain que ça va faire un changement très grand. Bien sûr, Inch'Allah. Alors, mesdames et messieurs, l'Égypte note une croissance significative de son produit brut au PIB à hauteur de 4,77% au troisième trimestre d'expérience financière 2024-2025 contre 2,2% à la même période de l'année précédente. Alors je vous laisse suivre ce commentaire. L'Égypte note une croissance significative de son produit intérieur brut, PIB, à hauteur de 4,77% au troisième trimestre de l'exercice financier 2024-2025 contre 2,2% à la même période de l'année précédente, selon un communiqué du ministère de la Planification du Développement économique et de la Coopération internationale publié lundi 30 juin. Il s'agit du taux de croissance trimestriel le plus élevé depuis 3 ans. Cette dynamique reflète une reprise durable et une résilience accrue de l'économie face à l'incertitude mondiale, selon le communiqué du ministère. Cette hausse a ainsi contribué à hisser le taux de croissance des 9 premiers mois à environ 4,2% contre environ 2,4% au cours de la même période de l'exercice précédent, selon le ministère. La croissance du troisième trimestre est soutenue par la progression de plusieurs secteurs, parmi les plus dynamiques. Entre autres, l'industrie manufacturière non pétrolière, 16%, le tourisme, 23%, et les technologies de l'information, 14,7%. Cette embellie s'explique en grande partie par la vigueur retrouvée du secteur privé, qui reprend progressivement le relais de l'État dans le financement de l'économie. Les investissements privés ont grimpé de 24,2%, représentant 62,8% des investissements totaux. Toutefois, cette croissance ne suffit pas à compenser la baisse globale des investissements en recul de 45,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, selon le communiqué. En parallèle, certains piliers traditionnels de l'économie, tels que le canal de Suez ou l'extraction pétrolière et gazière, restent affectés par les récents chocs géopolitiques et autres bouleversements du commerce. L'activité économique du canal de Suez a ainsi baissé de moins 23,1% contre moins 51,6% l'an dernier. L'extraction pétrolière et gazière a été marquée par une baisse de moins 10,38%, notamment sous l'effet d'un net recul de la production de gaz naturel. Malgré la guerre Israël-Iran déclenchée le 13 juin 2025, l'impact global sur les marchés a été moins important qu'attendu, selon le communiqué. Alors, de retour, mesdames et messieurs, et pour discuter de ce sujet, nous avons toujours au studio M. Raouf Gafar. Monsieur Raouf, alors, la croissance du PIB et la hausse des réserves en devises étrangères
Ça suffisent-elles à parler d'une réussite économique? Je pense que oui, certainement. On doit, à la rigueur, parler qu'on pouvait faire ça il y a quelques années, mais nous avons fait face à des défis sans précédent, avec le Covid qui a attaqué le monde entier, et puis après ça les chaînes d'approvisionnement qui ont été affectées à cause de la guerre de la Russie et l'Ukraine, et puis les événements qui prennent lieu dans notre région directement, avec la guerre de Palestine-Israël, et puis maintenant Iran, etc. Donc il y a une situation qui est complètement bouleversée, et malgré ceci, nous avons pu justement résister au temps qui était très fort, et puis maintenant on se développe des pas sûrs, pas nécessairement rapides, mais au moins avec des passes régulières. Et c'est ça l'idée, c'est que on avance lentement, mais sainement. Et je pense que oui, nous avons maintenant, nous sommes sur la bonne voie, et espérons bien que la situation géopolitique change un tout petit peu. Déjà, nous avons, vous avez dit, par exemple, le canal de Suez a été affecté, etc., etc. Mais je pense que les choses bougent vers le mieux, et c'est très bien pour l'Égypte. Espérons bien que d'ici très prochainement, il y aura un grand développement. Nous avons remarqué encore, il y a des capitaux arabes et autres qui commencent à s'infiltrer, à rentrer et à être utilisés dans des différents projets en Égypte, une coopération avec beaucoup de pays, répatriation de beaucoup d'industries, etc., etc. Ce qui va, à mon opinion, créer un hub de beaucoup d'industries automotives pour une, qui va servir à un peu hausser le niveau de vie et l'économie en Égypte en général. Et je vous remercie infiniment pour cela, et j'ajoute que depuis 3-4 jours, il y avait les déclarations du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, en ce qui concerne l'autosuffisance des réserves internes, ici pour le 4e mois consécutif, ce qui exprime beaucoup aussi que de ce que vous dites. Absolument. Et nous aspirons à ce que nous aboutissons à l'autosatisfaisance dans tous nos besoins. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aussi le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, qui salue les relations fraternelles distinguées liant l'Égypte et le sultanat d'Oman et aspirait les renforcer dans tous les domaines, surtout économiques, commercial et d'investissement. Dr Abdelati a fait cette déclaration lors de son entretien mardi au Caire avec son homologue omanais, Badr bin Hamad al-Boussaïdi. L'entretien a porté également sur les derniers développements régionaux, notamment la situation dans la bande de Gaza. Je vous laisse suivre ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a accueilli son Excellence, M. Badr bin Hamad al-Boussaïdi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, à l'occasion d'une réunion bilatérale suivie de la tenue de la 16e session de la commission mixte égypto-omanaise.
Abdel Ati a salué les relations fraternelles distinguées entre l'Égypte et le sultanat d'Oman, mettant en avant la sagesse et l'équilibre de la politique étrangère omanaise. Il a exprimé la volonté de renforcer tous les aspects des relations bilatérales, d'accroître les échanges commerciaux, de développer les investissements conjoints et d'examiner les opportunités d'investissement disponibles dans plusieurs secteurs économiques des deux pays, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi et du sultan Haytham Ben Tariq d'Oman. Le chef de la diplomatie a également exprimé son souhait de dynamiser le Conseil d'affaires commun entre les deux pays afin de promouvoir la coopération dans différents domaines. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien du sultanat d'Oman aux candidatures égyptiennes dans les instances régionales et internationales, y compris celle du docteur Khaled El-Anani au poste de directeur général de l'UNESCO. Par ailleurs, les deux parties ont discuté de plusieurs dossiers régionaux, notamment la situation à Gaza. Abdel Ati a réaffirmé la nécessité de rétablir le cessez-le-feu, de libérer les otages et les détenus, de garantir l'entrée de l'aide humanitaire et a exposé les préparatifs égyptiens pour accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza une fois le cessez-le-feu conclu. Les deux ministres ont rejeté toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens et ont souligné l'importance de mobiliser le soutien international au plan arabe de reconstruction du secteur. Ils ont également insisté sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, de privilégier les solutions diplomatiques concernant le dossier nucléaire iranien et de promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Les discussions ont également porté sur les situations au Yémen, en Syrie, au Soudan et dans la Corne de l'Afrique, révélant une convergence totale des points de vue entre l'Égypte et Oman. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre épisode du programme direct ce soir. Mais avant de vous dire au revoir, j'aime bien remercier Monsieur Raouf Gafar, qui est un expert en économie, qui était dans ma compagnie aujourd'hui au studio. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi. Et je vous souhaite une très bonne soirée.